Je voudrais commencer par dire que ce conseil interministériel sur la condition de la femme a été convoqué sur instruction du chef de l'État, le président Macky Sall, euh, pour regrouper tous les acteurs qui sont autour de la condition de la femme afin d'évaluer les réalisations faites en faveur des femmes depuis 2012 jusqu'à nos jours, évaluer les contraintes, mais surtout les enjeux majeurs ou les nouveaux enjeux qui interpellent les femmes aujourd'hui. Nous avons vu, dans le cadre de ces réalisations-là, les acquis pour les femmes de 2012 à maintenant, et nous avons cité en premier lieu le cadre juridique ou les aménagements du cadre juridique en faveur des femmes. Beaucoup de lois, décrets, directives et circulaires ont été pris pour améliorer le cadre juridique, pour permettre à la femme de s'épanouir et de pouvoir participer activement à la vie économique et sociale du pays. C'était important de souligner ce point, parce que c'est le cadre juridique qui donne la possibilité à la femme de pouvoir s'exercer librement. C'est le cadre juridique qui permet de garantir à la femme un certain nombre, ou en tout cas un climat serein ou un climat sécuritaire où la femme pourra s'épanouir, où la femme pourra s'exercer, où la femme pourra participer activement à la vie économique. C'est pourquoi c'était important de citer comme première activité, ou en tout cas comme premier acquis pour les femmes, un cadre juridique adéquat, ou en tout cas favorable à la femme. Et dans ce cadre juridique, nous avons notamment cité la loi qui est la loi portant sur la parité, où on a vu que même si elle a été prise avant 2012, la mise en œuvre de cette loi a commencé en 2013 avec le président Macky Sall. Aujourd'hui, dans des instances électives ou semi-électives, comme l'Assemblée nationale, le Haut Conseil ou le Conseil économique, social et environnemental, nous avons vu une bonne évolution de la représentativité des femmes ou de la présence des femmes dans ces instances-là. Mais on a évoqué également la loi criminalisant le viol et la pédophilie, qui a été prise en 2020 et qui permet aujourd'hui aux femmes d'être plus sécurisées, soit en milieu de travail ou ailleurs, parce que auparavant, le viol et la pédophilie n'étaient pas criminalisés. Donc, nous avons également évoqué beaucoup d'autres dispositions, telles que les décrets qui ont été pris dans les ministères sectoriels et qui attribuent aux femmes des quotas, notamment au niveau du ministère de l'Agriculture, où une lettre circulaire a été prise pour allouer des quotas dans la distribution du matériel agricole, dans la distribution des engrais et autres semences aux femmes. Nous avons également noté, toujours dans le cadre juridique, des améliorations prenant en charge la protection des femmes en état de grossesse, surtout dans le milieu de travail, parce qu'avant, les femmes étaient licenciées parce qu'exactement elles étaient en situation de grossesse, ou même dans le cadre d'un recrutement, la situation ou l'état de grossesse était discriminé. Et donc, il y a un décret qui a été pris pour rendre aujourd'hui cette dignité à la femme enceinte pour pouvoir s'épanouir professionnellement et librement. Nous pouvons en citer encore beaucoup d'améliorations dans ce cadre réglementaire juridique qui a permis aux femmes de pouvoir s'épanouir. En dehors de ce cadre juridique, nous avons évoqué également dans le cadre des acquis beaucoup de projets et programmes, beaucoup de stratégies mises en œuvre par l'État du Sénégal de 2012 à maintenant, allant dans le cadre d'une amélioration des conditions de la femme. On a évoqué la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre, qui a été évaluée hier, qui permet aujourd'hui aux femmes de revendiquer leurs droits à tous les niveaux. Je donne l'exemple de l'institutionnalisation des cellules genre qui est aujourd'hui effective au niveau de chaque ministère sectoriel. Il y a une cellule genre qui évalue la prise en charge des conditions des femmes dans les politiques publiques. Donc ça aussi, c'est une très bonne avancée.
Mais nous avons aussi noté à travers ces acquis toujours, au niveau des projets et programmes, beaucoup de projets, en tout cas des programmes, mis en œuvre par l'État du Sénégal pour accompagner la femme. Ne serait-ce qu'au niveau du ministère de la Femme et de la Protection des enfants. Nous avons le programme destiné à l'apprentissage et à l'alphabétisation, le PALAM. Nous avons le PADES, le programme de développement économique et social du Sénégal. Nous avons le programme pour les couches vulnérables. On a beaucoup de projets et programmes formulés de 2012 à maintenant en relation avec les bailleurs et qui sont orientés, prise en charge des besoins des femmes. Ça, c'est dans le cadre institutionnel. Mais en dehors de ces projets et programmes, nous avons tous les programmes sociaux, ou comment on l'appelle les marqueurs sociaux, initiés par le président Macky Sall, qui ont un fort impact dans les conditions des femmes. On peut citer notamment le PUDC, le PUMA, Promoville, la couverture maladie universelle, les bourses de sécurité. Tous ces programmes, tous ces marqueurs ont des impacts réels sur la condition féminine. Et c'est pour dire qu'en plus de ces projets et programmes développés et formulés exclusivement pour la prise en charge des besoins des femmes, les marqueurs sociaux également entrent dans le cadre de l'institutionnalisation des besoins des femmes. Maintenant, au niveau des outils et mécanismes, nous avons également noté dans le cadre de cette présentation de tout à l'heure la mise en place de la DER, qui est la Délégation générale d'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, où la déléguée a présenté pour dire que 82% de ces financements sont alloués aux femmes. Donc, c'est un instrument, c'est un outil qu'on peut dédier à la femme. Mais surtout, les fonds dédiés qui se trouvent au niveau du ministère de la Femme. Nous avons le fonds Crédit Femmes, le fonds Entrepreneuriat Féminin, deux fonds dédiés exclusivement à accompagner les femmes. Nous avons vu l'évolution de ces fonds de 2000 à maintenant. On passe de 200 millions à plus de 6 milliards pour montrer quels sont les efforts consentis pour améliorer ces fonds en vue de prendre en charge les besoins des femmes. Par ailleurs, en dehors de ces fonds, nous avons aussi le 3FPT, qui est un instrument d'accompagnement pour impulser le potentiel économique des femmes. Donc, et qui intervient sur l'aspect capital humain féminin, à travers des formations, à travers de l'encadrement, qui booste vraiment la capacité des femmes, la capacité managériale, et qui fait beaucoup de choses pour les femmes. Nous avons également le fonds GIP, le fonds de garantie, créé en 2013 ou 2014, qui intervient également dans le cadre de la prise en charge des besoins des femmes, mais le fonds 6, à travers sa ligne dédiée aux femmes, le WeFund, qui également accompagne les femmes entrepreneurs. Bref, nous pouvons dire que sur le plan du cadre juridique, sur le plan institutionnel, sur le plan des mécanismes pour la prise en charge des financements, pour l'autonomisation économique, le président Macky Sall a beaucoup fait pour les femmes. Beaucoup de projets, programmes, beaucoup de milliards mobilisés pour les fonds, mais également beaucoup d'instruments, beaucoup d'outils pour accompagner les femmes dans le cadre de leur épanouissement. Ça, c'est un résumé pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on a eu comme résultat après évaluation de toutes les actions menées par le président Macky Sall envers les femmes de 2012 à maintenant. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des avancées notoires observées, mais ça ne cache pas en fait les enjeux et les défis qui interpellent les femmes aujourd'hui. Parce qu'il y a également, dans le lot des défis, nous pouvons observer, ou en tout cas nous pouvons noter, les besoins d'amélioration de la loi, ou en tout cas du code de la famille. Le code de la famille, il y a des dispositions dans ce code qui ont soulevé beaucoup de réflexions ces temps-ci, beaucoup de débats. C'est naturellement l'autorité parentale. Nous l'avons évoqué devant le Premier ministre. La puissance paternelle, telle que a été définie dans le code de la famille, n'autorise pas à la femme de pouvoir voyager seule avec ses enfants. Cette puissance paternelle également
ne permet pas à la femme de pouvoir chercher des papiers de certificat de nationalité ou quelle que soit la formalité sans l'accord du père. Ce que nous proposons aujourd'hui, parce que nous avons des cas concrets où des femmes divorcées avec des enfants, vivant seules avec des enfants, veulent s'épanouir avec leurs enfants, mais ne peuvent pas parce que justement on demande la puissance paternelle et que soit le parent n'est plus là, ou le père, ou soit le père, enfin, il y a une... Voilà, c'est... Alors, dans ces cas-là, nous proposons de passer d'une puissance paternelle à une autorité parentale. Même si l'autorité parentale ne peut pas être peut-être partagée, mais qu'on permette à la femme, en tout cas, vivant avec ses enfants, de pouvoir exercer cette puissance-là et de pouvoir vivre librement avec ses enfants. Donc, c'est pourquoi nous avons demandé une révision de ce code pour passer de puissance paternelle à une autorité parentale, au moins pour ces cas d'enfants qui sont issus peut-être de ménages où c'est des divorcés et que la garde a été déterminée par l'un des époux. Au cas où la garde est pour la femme, qu'on donne la puissance à la femme. Donc, nous demandons juste l'autorisation parentale à la personne qui est en charge des enfants, de façon très simple, pour que ça ne crée pas de polémiques sur certaines notions. Parce que comme je l'ai eu à le dire hier, le code de la famille fait partie des codes qui organisent la société. Et toucher, ou en tout cas faire une réforme sociétale, ça nécessite beaucoup de consensus. Parce que changer la façon de vivre d'une société, quand même, il faut engager beaucoup de discussions, engager beaucoup de consensus pour pouvoir arriver à cela, ou en tout cas essayer de ne pas heurter la sensibilité d'un membre, en tout cas de la société. C'est pourquoi nous prenons à dire, à porter cette modification dans le code et parler d'une autorité parentale avec la personne qui a la garde des enfants. Ça peut être l'homme comme ça peut être la femme. Mais dans les cas les plus récurrents, c'est quand la femme a la garde des enfants, cette femme est confrontée à ces problèmes de puissance paternelle. Autre élément qu'on a proposé dans la révision du code de la famille, c'est la résidence du couple, ou en tout cas la résidence du ménage. On a vu dans le code que la résidence du ménage, le choix de la résidence est laissé à l'homme. Or, nous pensons que le choix peut être discuté. Donc, on propose de modifier pour dire que le choix de résidence est laissé aux époux, qu'il y ait consensus dans ce choix. Parce que nous avons des cas réels, les sages-femmes qui bénéficient de logements, comment on l'appelle, de fonctions au niveau des hôpitaux ou dans certaines structures sanitaires, mais l'époux parfois refuse de rejoindre ce logement parce que disant que c'est à lui de décider de quelle serait la résidence de la famille. Or, le choix de résidence pourrait être discuté. Pour nous, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple pour régler certaines préoccupations. Mais nous avons aussi évoqué dans le changement, ou en tout cas les améliorations qu'on voudrait apporter dans le code de la famille. L'autre point, c'était sûr. Il y a eu trois changements proposés, je pense. Astou. Il y a la résidence, il y a l'autorité parentale, la recherche de paternité. Nous l'avons souligné pour dire il est interdit à une femme de rechercher la paternité de son enfant dans le code. C'est ça le code. Nous proposons de lever cette interdiction et de laisser la possibilité de rechercher. Une femme qui accouche son bébé, ou en tout cas son enfant, peut-être a la possibilité, si elle a la possibilité de prouver la paternité de son enfant, on lui laisse cette chance. Mais si on l'interdit à la femme, alors qu'elle peut quand même le faire, pour nous, c'est pas gênant de demander une ouverture pour permettre aux femmes qui peuvent prouver la paternité de leur enfant. Il y a des méthodes que nous connaissons. Donc voilà les quelques modifications que nous avons proposées pour améliorer le code de la famille, pour prendre en charge les contraintes parfois qui constituent des blocages dans l'épanouissement des femmes. Nous avons proposé au Premier ministre des mesures et des recommandations
qui touche de façon beaucoup plus prononcée les problématiques des femmes qui sont surtout en milieu rural. On l'a évoqué dans les discussions. L'accès aux femmes, l'accès au foncier des femmes, c'est un problème. Nous avons relevé ce problème, nous avons fait des recommandations. Les femmes qui sont également les éleveurs, les femmes éleveurs avec des fonds dédiés au niveau du ministère de l'élevage, par exemple, le fonds STAP qui est dédié aux éleveurs, qu'on élargisse la ligne affectée aux femmes. Mais également, dans les autres aspects, nous avons formulé des recommandations au Premier ministre et au gouvernement. Alors, la suite de tout ça, c'est que le Premier ministre nous a bien écoutés et a pris des décisions majeures. Ces décisions, c'est au nombre de 11. Nous pouvons les résumer. Sur l'institutionnalisation de cette journée, donc un conseil interministériel sur les conditions de la femme, chaque année, le premier jour ou la première journée ouvrable du mois de mars de chaque année. C'est une décision, c'est la première décision que le Premier ministre a prise aujourd'hui. Mais également, sur les ouvertures, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les modifications qu'on propose pour le Code de la famille, le Premier ministre a pris la décision de mettre un comité technique entre le ministère de la Femme, le ministère de la Justice et le secrétaire général du gouvernement pour proposer ces améliorations-là. Nous avons également noté dans la discussion un besoin de réorganisation des femmes. Parce que nous l'avons vu quand nous faisions le recensement des organisations de femmes. Au Sénégal, nous en avons plus de 35 000 organisations recensées. Nous nous sommes rendus compte que les impacts réels recherchés dans l'accompagnement des femmes, que ce soit dans le financement et dans l'accompagnement non financier, le problème de fond, c'est un problème d'organisation. Donc, on a proposé une première organisation de mettre en place ce qu'on appelle un Conseil national des femmes, à l'image des autres pays du monde et à l'image de ce qui se fait au niveau international, qui sera affilié au Conseil international des femmes, pour avoir beaucoup plus de visibilité dans les organisations des femmes, avec une immatriculation unique qui va permettre également, que ce soit le FONGIP, l'ADER ou les autres instruments, de pouvoir financer et de pouvoir réduire ce qu'on appelle le papillonnage qu'on observe dans l'accompagnement des femmes. Donc, le Premier ministre a pris la décision donc, de mettre, en rapport avec le secrétaire général du ministère, de mettre ce décret, ou en tout cas de proposer au président de la République ce décret portant création du Conseil national des femmes. Les autres aspects, on peut revenir là-dessus, mais c'est comme je vous dis, toutes les recommandations pratiquement ont été reformulées en décision par le Premier ministre et des propositions au chef de l'État seront faites. Voilà de façon générale ce que l'on peut dire de ce Conseil interministériel, le pourquoi, les enjeux, mais surtout les décisions issues de ce Conseil.